Bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir on est à la médiathèque Mauvaise Genevois. Merci à la médiathèque de nous accueillir pour cette conférence dont on va parler tout de suite. Et puis aussi donc à Aglopolis, puisque ce sont les bibliothèques d'Aglopolis qui nous accueillent. Et puis on remercie aussi la ville de Blois et le Cyclique qui ont repartagé aussi l'événement. Donc voilà, un événement qui est organisé par BD Boom, l'association BD Boom et la Maison de la BD, qu'on a voulu faire depuis longtemps. Plus d'1 an. C'est ça, qui a été reporté à 2 reprises. Voilà, on est fin prêt, c'est bon. On a pu parer à toutes les éventualités. Alors c'est On pas va voir. présentiel, mais au moins on le fait en visio. Donc ce soir on va parler Watchmen avec Aurélien Lemans. Alors je ne sais pas trop comment te présenter parce que je sais que tu as plusieurs casquettes. Et plusieurs cordes à ton arc. Alors je ne sais pas comment tu veux qu'on... Comme on veut. Casquette numéro 1, on peut dire, je viens du théâtre, je suis de formation d'art dramatique, metteur en scène, acteur, auteur dramatique. Et j'ai toujours écrit. Et quand on écrit, en règle générale, on ne s'intéresse pas qu'à un seul médium, une seule discipline. On passe très très vite de l'une à l'autre. Et c'est pourquoi j'ai toujours écrit des scripts pour le cinéma, de la poésie, et puis des essais, ce qui nous occupe ce soir. On va en parler, il y a notamment donc, un sujet important, c'est le sujet des super-héros. Absolument. Pas uniquement d'ailleurs des Watchmen, mais on va peut-être parler aussi d'autres super-héros et d'autres comics. Et puis donc la conférence va parler un petit peu de cet ouvrage-là qui est sorti, donc tu me disais c'est octobre 2019. Absolument. Chez Aedon. C'est ça, bien comme ça. Je crois. Je demanderai à mon éditeur. En fait, je dis toujours Aedon, mais certains me disent Aedon, alors... Donc voilà, comme vous voulez. En tout cas, c'est Watchmen Now, Dieu, comics et super-héros. Donc où tu analyses un petit peu l'impact aussi... alors, l'évolution qu'a eu Watchmen dans le milieu du comics et l'impact que ça a eu aussi... Voilà, il y a plein de choses très intéressantes à dire. Oui, philosophiquement, socialement, en termes de pop culture. Et qui est sorti en même temps que la diffusion de la série, donc la nouvelle série qui est sortie... Télévisée, oui. Qui n'est pas... qui a un autre univers que le film qui avait été Oui, réalisé. qui est une suite de la bande dessinée, en fait. Une suite librement inspirée par la bande dessinée. Donc voilà, donc si vous voulez, alors je ne sais pas si ceux qui nous regardent ils vont avoir plutôt comme référence le comics, plutôt le film ou la série. En tout cas, ça vaut le coup de lire cet ouvrage qui vous permet d'aller plus loin. En tout cas, si vous n'avez pas lu le comics, ça va vous donner envie de le décortiquer. Il y a, je pense, plusieurs lectures à faire du comics. Et puis je vais te laisser la parole là-dessus. On va... Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la discussion. Je vais laisser Aurélien présenter un petit peu son travail. N'hésitez pas à commenter. On fera les rapporteurs à la fin. Voilà, on aura une demi-heure à peu près de questions-réponses où vous pourrez intervenir. Donc voilà. Je vais te laisser prendre la main et puis on va pouvoir comme ça enlever les masques. Les masques, on va encore parler de masques pendant le Watchmen, pendant la conférence. Donc je vais te laisser, hop, et je te retrouve tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Donc bonsoir. Je suis Batman. Alors effectivement, c'est absolument un hasard puisqu'on se doute bien que ça ne peut pas être programmé, mais l'idée de sortir coup sur coup 2 livres, on en parlera brièvement tout à l'heure, sur les super-héros et sur le masque à un moment où précisément tout le monde est contraint de porter le masque.
alors qu'a priori c'est plutôt quelque chose qui est redouté, qui est rejeté par les forces policières, par les autorités, puisque ça empêche de nous identifier, de clairement nous assigner à résidence. C'est une expérience assez étonnante au-delà du traumatisme que ça suscite, parce qu'effectivement, d'un seul coup, on est tous obligés de sortir avec un masque dans la rue pour affronter, donc soi-disant, un adversaire commun, invisible en l'occurrence un virus. Mais effectivement, la sortie de ce livre sur les Watchmen, elle s'est accompagnée très vite de beaucoup de questionnements personnels et aussi de la part de beaucoup de lecteurs qui sont demandés finalement si, puisque les super-héros c'est censé être de la science-fiction, si cette science-fiction n'était pas en train d'arriver sous nos yeux, que nous n'étions pas nous-mêmes en train de la vivre et non pas en train de regarder d'autres personnes la vivre à notre place. Alors j'ai envie de citer, pour commencer en préambule, une phrase de von Hofmannsthal qui dit « Une nouvelle fois à chaque époque, sous le masque d'une énergie hors du commun, se cache une étrange faiblesse. » Et cette étrange faiblesse, c'est probablement la nôtre collective. Si l'on regarde un peu la couverture de l'édition française, donc de Watchmen, cette bande dessinée scénarisée par Alan Moore, dessinée par Dave Gibbons et colorisée par John Higgins, publiée par les éditions DC, Detective Comics aux États-Unis, à New York, pendant l'année 1986-87, on s'aperçoit que l'on a des personnages essentiellement masqués, qui ne sont pas exactement l'image que l'on se représente tout à fait du super-héros. Qu'est-ce que c'est qu'un super-héros? On pourrait tenter de faire une espèce de before Watchmen comme ça, d'identification, de tentative de définition d'un super-héros. Vous savez, très souvent, le super-héros, on va dire que c'est un personnage, alors oui, masqué souvent, pour cacher son identité, pour pouvoir agir sans être embêté par ses ennemis, par ses adversaires, un personnage costumé, souvent haut en couleur, qui est, puisqu'il est super, ce héros, il est doté d'une faculté d'ordre fantastique, une capacité telle que l'invisibilité, l'immortalité, la téléportation, la réincarnation, la lévitation, voire le vol dans les airs bien entendu, et ainsi de suite. On pense tout de suite à des personnages tels que Superman et tant d'autres à leur suite. Voilà ici la couverture du numéro 1 de Action Comics, qui est donc la première apparition de Superman en bande dessinée. Superman à l'époque ne vole pas encore, il est juste capable de commettre des bonds prodigieux, il peut sauter par-dessus un building, il peut courir plus vite qu'une balle de fusil, il est invincible, évidemment, il est surpuissant. Et le terme de Superman, en anglais évidemment le surhomme, c'est un terme qui, étonnamment, nous vient au départ de l'allemand et du philosophe Nietzsche. Vous avez tous entendu parler du surhumain, le surhomme nietzschéen, qui se dit en allemand Übermensch, traduction littérale, Superman, surhomme, surhumain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Superman, contrairement au Watchmen, comme on le verra plus tard, 48 ans après l'apparition de Superman, lui, c'est un héros positif, c'est un héros joyeux, c'est un héros souriant, qui respire la joie et la gaieté de vivre. Et c'est ça le lien, en fait, typiquement, entre le surhomme nietzschéen et Superman. C'est pas la capacité de voler, d'avoir des super pouvoirs, évidemment, il ne parle pas de ça, Nietzsche. Il parle d'une éducation à la joie, d'être un enfant perpétuel. Et si on regarde cette image de Superman qui soulève une voiture pour éviter le carnage, l'accident routier, on voit en lui une dynamique, une puissance qui sont de l'ordre plus du jeu et de quelque chose d'enfantin, même pour l'époque. Parce qu'évidemment, ça nous paraît très naïf aujourd'hui. À l'époque, ça paraissait beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, il y a dans la dynamique de l'image, on voit de l'angoisse au niveau des personnages, au niveau des mouvements, au niveau de la distribution des corps, au niveau aussi du choix des couleurs. Mais il y a cette joie enfantine. D'ailleurs, Superman arrive sur Terre à l'état de bébé. Et dès qu'il est bébé, dès qu'il arrive sur Terre, il développe ses super pouvoirs, cette puissance insensée. Et toutes les facultés qui vont avec et qu'il va développer jusqu'à être capable de voler à des allures vertigineuses. Et Superman
Il y a donc ce lien nietzschéen avec la joie de vivre, avec l'enfance, avec l'enfant qui est en nous, mais pas d'une manière totalement juste enfantine. C'est l'énergie de la danse, l'énergie de la fête propre à l'enfant. Cette joie totale et cette grande santé que prône Nietzsche, qu'on retrouve dans les super-héros. Alors, parenthèse assez intéressante par rapport à la genèse de Superman, c'est qu'il est en même temps, d'une manière plus ou moins consciente, une réponse faite par deux jeunes artistes, un scénariste et un dessinateur, Siegel et Shuster, aux États-Unis, dans l'Ohio, deux parfaits inconnus qui ont inventé Superman en 1933. En 1933, par un fait exprès, on a l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Adolf Hitler, qui se nourrit entre autres très lointainement d'hypothèses nietzschéennes, d'idées développées par Friedrich Nietzsche, notamment dans Ainsi parlait Zarathustra, notamment, mais pas que. Il les détourne, ils sont très nombreux dans son entourage, dans le nazisme, dans l'hitlérisme, à vouloir justement proposer à la fois un effort collectif surhumain au niveau de la nation allemande, mais aussi peut-être pouvoir créer leur propre golem, détourner tous les éléments kabbalistiques, parce que, vous le savez sans doute, Hitler était très versé dans l'ésotérisme et l'occultisme, ça le passionnait, et il y avait, c'est très sérieux, ça a fondé d'ailleurs beaucoup de grandes aventures de la pop culture, je pense à Indiana Jones avec donc Steven Spielberg. Mais le nazisme s'est intéressé de très très près à tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'occultisme et comment, si des forces occultes existent, comment se les approprier, comment les utiliser pour évidemment conquérir le monde, tout simplement, avoir plus de puissance. Et donc le surhomme, c'est aussi la recherche d'une sorte de déformation de la Kabbale juive et de la mystique juive et la haine propre à l'hitlérisme, la haine du judaïsme et de l'hébraïsme, c'est aussi donc la transformation de tout ce qui a pu être créé dans la mystique juive ou dans ces mystiques-là, ces spiritualités-là, pour créer un être supérieur. Et on a donc deux artistes juifs, comme par hasard, dans l'Ohio, qui, incidemment, font une espèce de réponse sans trop le savoir sur le moment, en réemployant ce terme d'Ubermensch en anglais, Superman, et en créant ce personnage-là, qui est un personnage qui, lui, va évidemment pas être uniquement du côté de la démonstration de force, mais du côté, j'ai envie de dire, de l'éducation civique, presque. Et donc, il y a forcément une récupération un peu proprette, un peu politiquement correcte du personnage dans ses débuts, où il est évidemment l'archétype du bon voisin qui va aller chercher le chat dans un arbre, mais évidemment avec quelques spécificités bien à lui qui proviennent du fantastique et de la science-fiction. Les premiers super-héros vont beaucoup être dans cette énergie-là, cette énergie donc de l'homme fort, et assez rapidement de la femme forte. C'est en 1938, au moment où Adolf Hitler annexe les Sudètes, la Tchécoslovaquie, un bout de la Tchécoslovaquie, que Superman est enfin publié aux États-Unis, et Superman, en même temps que d'autres personnages comme Wonder Woman après lui ou Captain America, vont être plus ou moins rattachés à une espèce d'image forte des États-Unis, de l'Occident allié contre, en termes de propagande, de récupération donc de la bande dessinée, des forces de la culture pop, contre donc le nazisme, mais c'est aussi le moment de faire des expérimentations sur le médium bande dessinée, en essayant de le faire entrer en résonance avec pas seulement l'actualité, mais aussi avec la prospective. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? D'où l'aspect science-fiction. Progressivement, ces personnages deviennent des stars, deviennent des vedettes. Superman connaît un succès certain, que personnellement je pourrais rapprocher une petite quinzaine d'années après d'un autre personnage de la culture populaire. Est-ce que ça marche? Hop, ça bug. Un autre personnage de la culture populaire qui, lui, est sur un tout autre médium et qui, vous allez voir, voilà, j'ai choisi cette photo évidemment parce qu'elle constitue un écho visuel évident avec la posture de Superman sur la couverture du Action Comics numéro 1. Vous allez me dire, mais quel rapport avec les Watchmen? Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Et donc, effectivement,
l'essor de la vedette, du chanteur de charme, chanteur de variété, crooner, puis chanteur de rock comme Elvis Presley, il est investi d'une sorte de puissance héroïque qui inonde la culture pop et qui fait de qui crée enfin une espèce de surhomme fantasmatique de la culture populaire qui n'est plus lié seulement à la force, à l'effort de guerre ou à ce genre de choses. On n'est plus dans une culture d'antagonisme, on est dans une façon de conquérir le cœur des gens par une œuvre artistique. Et donc il y a des liens comme ça entre des figures de la culture pop, de la culture rock, donc la contre-culture musicale par exemple. On a pu parler du cinéma, j'ai choisi ici de parler de musique, parce que progressivement vous allez avoir des personnages qui vont se constituer en groupe, qui vont se constituer en différentes versions d'eux-mêmes. Là, je passe un petit peu rapidement sur le personnage de Flash. Là, vous avez donc les 4 Fantastiques qui sont créés au tout début des années 60, 1961, par Jack Kirby et Stan Lee, respectivement dessinateurs avec une grande impulsion au niveau aussi des intrigues, et Stan Lee, dialoguiste, scénariste, concepteur, et rédacteur en chef de Marvel. L'autre grande maison d'édition américaine de super-héros qui est la grande et magnifique rivale de DC, Detective Comics, qui a créé Batman, Wonder Woman, Superman. Enfin, qui a publié leurs aventures. Ici, les 4 Fantastiques, on voit qu'ils sont dans une énergie qui est un petit peu différente de celle de Superman, ou de plus en plus de cinétique, c'est-à-dire de mouvements impulsés à même une seule image, vont apparaître. Les personnages ont des physiques contorsionnés, un peu torturés, tortueux, ça bouge dans tous les sens. C'est pas forcément quelque chose de très positif, d'ailleurs de très heureux. Il y a toujours une espèce d'anxiété comme ça qui peut se situer derrière, et en même temps ça reste comique. Je reviens sur cette étymologie, c'est-à-dire le mot comic book, il tire son étymologie vraiment du mot latin et du mot grec avant lui. On est sur la comédie, cet aspect, donc même si ça se passe mal, ça va toujours finir bien, et c'est exactement le propre des histoires de super-héros à l'époque. Et nous sommes donc dans une espèce de dynamique où d'un seul coup, le groupe de super-héros, alors ils vont être un quatuor ou un quintet ou un peu plus, va systématiquement prendre le pas sur le héros isolé. On avait Superman, très vite il y a eu un groupe qui s'appelait donc la Société de Justice, la JSA, Justice Society of America. Elle existe, mais elle est vraiment au second plan. Ce qui importe pour le lecteur, c'est vraiment le héros, c'est Batman, c'est Superman, etc. Et là, à l'orée des années 60, ça fait déjà une grosse quinzaine d'années, même une grosse vingtaine d'années, que les super-héros inondent le marché des publications pour la jeunesse. C'est le groupe qui prend la place, et de la même manière qu'il y avait eu Frank Sinatra, il y avait eu Elvis Presley, il y avait pu y avoir Marilyn Monroe, et bien maintenant vous allez avoir évidemment un autre type de 4 Fantastiques, les Fab Four, les Beatles. Alors évidemment, là pareil, j'ai choisi un éco-visuel où on voit les 4 Beatles en train de sauter en l'air dans cette photo promotionnelle du début de leur carrière. Il faut savoir que les Beatles, ils se fondent vraiment officiellement en 1961, premier album en 1963, on est totalement dans le sillage des 4 Fantastiques. Et je dis pas, attention, qu'il y avait une intention, une volonté de ressembler à ça, mais clairement quelque chose est dans l'air du temps. Le groupe, son énergie, sa vitalité, et le fait que chacun à la fois a des spécificités. Ringo Starr est le batteur, la chose dans les 4 Fantastiques et l'homme fort. Vous avez la femme invisible, vous avez Mister Fantastique, vous avez la torche humaine. Bien là, vous allez avoir un guitariste, un bassiste, etc. Ils ont tous à la fois une technique, une discipline dans laquelle ils sont forts. C'est leur super pouvoir, si vous voulez, mais en même temps, c'est collectivement qu'ils sont plus intéressants, et c'est collectivement qu'ils font leur grande œuvre. On est toujours dans les années 60 et on se rend compte que donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, c'est là vraiment que ça explose, littéralement. Avec le pop art, avec la pop music, et ainsi de suite. Donc c'est des couleurs, c'est la profusion des symboles, c'est la profusion aussi d'une espèce d'ésotérisme diffus. On est très loin maintenant de cette espèce d'occultisme à la Hitler. On est plus dans un ésotérisme dont les gens n'ont pas forcément conscience, ou qui reste un peu folklorique et qui se diffuse tranquillement dans la population, avec des personnages hauts en couleur, qui peuvent là encore faire penser évidemment aux Beatles. Je les prends eux parce qu'ils sont le parangon de la culture pop en matière de musique, et que là on est sur la couverture que je vous ai montrée, on doit être en 65-66, et là avec les Beatles on est en 1967, donc on est vraiment dans cette énergie, cette mouvance de
de la couleur, du mélange des détails, de la profusion des symboles cachés ou avoués. Et on arrive donc aux Watchmen. Les Watchmen sont une bande dessinée qui a été créée au tout début des années 80, donc par 3 artistes britanniques, Alan Moore, Dave Gibbons, John Higgins. Simplement, Alan Moore, le scénariste, décide de créer une sorte d'antériorité, de sentiment d'antériorité à une série qu'il crée, pas de toutes pièces, mais presque. Comme si ces personnages avaient toujours existé. Superman, il arrive, on a tout de suite, dès la première page, quasiment son origin story, c'est-à-dire ses origines secrètes. Comment il est arrivé là? Pourquoi il est comme ça? Comment il a acquis ses pouvoirs? Qui il est? Son identité, etc. Avec les Watchmen, on prend le train en marche, un petit peu comme si on était un lecteur habitué de comics qui découvrait une série à laquelle il n'avait jamais eu accès auparavant, ou bien quelqu'un qui se lance pour la première fois de sa vie dans la lecture de comics et qui ouvre un comic au hasard, comme s'il y avait une espèce d'antériorité. Les personnages ont toujours existé, et surtout, c'est très intéressant, ils sont vieux. C'est-à-dire que Superman, Wonder Woman, Batman et consorts, ce sont des gens qui ont éternellement entre 25 et 35 ans. On ne les voit pas directement vieillir, ou alors ils ont des petits changements de perspective, des petits changements de personnalité, mais qui ne sont pas suffisamment majeurs pour pouvoir absolument bouleverser la façon dont ils vont être dessinés. Et là, on se retrouve avec ces personnages des Watchmen, avec l'envie de créer une antériorité, un passé très coloré, notamment en montrant les photos qui ont été prises d'eux dans les années 40, 50, 60 et ainsi de suite. Là encore, on peut trouver un parallèle avec... Alors c'est une de mes marottes, c'est une de mes obsessions, mais je ne suis pas le seul. Les Beatles, vous l'avez compris. Et là, effectivement, l'idée d'associer la marche du temps, une époque bien particulière, et puis l'évolution de personnages bien précis de la culture populaire, les amalgamer, en fait, le mieux, c'est de se baser sur des photos, en fait, puisque la photo... On le voit tous nous-mêmes, on le pratique quotidiennement sur les réseaux sociaux, c'est le moment de fixer en datant un lieu, une époque, un sentiment, des relations qu'on a avec autrui, avec le monde. Et donc effectivement, de la même manière que les Beatles avec l'album Sgt. Pepper en 1967 essaient de créer une espèce d'univers parallèle dans lequel ils interpréteraient un groupe de musique, un orchestre qui est pas... qui n'existe pas, qui est l'orchestre du sergent Poivre, le Sgt. Pepper, c'est aussi une façon de se transfigurer et d'être dans la fantasmagorie, de faire parler des personnages qui n'existent pas. Et c'est exactement ce que fait Alan Moore. Il se trouve qu'on a parlé des années 60 qui sont très pop, qui sont très colorées, qui sont assez joyeuses. Eh bien, au tournant, à la toute fin des années 60, au début des années 70, on commence à basculer dans une ambiance sociale un peu plus difficile, un peu plus dark, un peu plus problématique, où d'un seul coup la bande dessinée décide de s'affronter d'une manière directe à des phénomènes tels que la drogue et l'addiction, montrer de la violence sociale, de la violence économique, pour évidemment dénoncer tout ça. Il ne s'agit pas de faire du fric en montrant de la violence, on n'en est pas encore à notre époque, j'ai envie de dire. On en est donc à une époque où on essaie absolument de créer un lien entre le lecteur et ce qu'il vit, ce qu'il a amené à vivre ou à observer autour de lui, et les personnages de bande dessinée qui d'un seul coup sont plus ces espèces d'intouchables, faibles, magnifiques, complètement déconnectés de la réalité, qui savent voler dans le ciel ou dans l'espace et qui ne sont pas du tout en prise avec nos réalités socio-économiques, raciales, etc., spirituelles et ainsi de suite. Et là, c'est donc intéressant, là on voit donc trois personnages, Speedy, Green Lantern et Flèche Verte, Green Arrow, qui effectivement se rendent compte que le sidekick, c'est-à-dire l'équivalent chez Batman de Robin, le petit assistant, si vous voulez, classiquement gentil et désuet et mignon de Green Lantern, en fait est un junkie. Cette image-là, elle est souvent associée à une sorte de bascule socio-historique dans les comics, où d'un seul coup, il y a une prise de conscience de pas mal de choses, et l'idée de toucher le lecteur dans son réel. Et progressivement, les héros vont ressembler à des personnages de plus en plus tourmentés, torturés, bizarres, sombres, problématiques. Ils vont en réalité de plus en plus nous ressembler à nous.
Et vous vous souvenez peut-être de la couverture, voilà, des Watchmen, en tout cas de l'édition française des Watchmen. On a des personnages qui ne sont pas forcément positifs, qui ne respirent pas nécessairement la joie de vivre. Et là, vous avez un groupe qui s'appelle les Residents, The Residents, un groupe américain qui singe les Beatles et toute la pop culture en prenant ces espèces de gros yeux à la Big Brother, à la George Orwell, hyper angoissants et drôles en même temps, qui ont l'air tout droit hérités de l'héritage des années 60 dans la culture populaire télévisuelle, les pulps, etc. Et détournés d'une manière à la fois drôle mais effrayante en même temps. Et à partir de ce moment-là, dans le courant des années 70 puis des années 80, progressivement, la figure du super-héros va consciemment, volontairement se dégrader pour accoucher d'histoires plus violentes, plus âpres, plus problématiques, soi-disant plus en connexion, encore une fois, avec nous-mêmes, avec l'actualité, avec la vie du lecteur. Et c'est là qu'on en arrive, en fait, donc, à cette bande dessinée, Watchmen. Alors, il faut savoir qu'au tout départ, Alan Moore, il n'a pas eu envie de créer une bande dessinée comme ça, noir sur blanc, avec des nouveaux super-héros. Alan Moore, c'est un fan de comics. Il a une sacrée culture en la matière. Il est déjà un scénariste professionnel. Et au tout début des années 1980, il sait que la maison d'édition DC a racheté de vieilles créations des années 60. Donc ça, c'est important, ce que je vais vous raconter, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, puisqu'on a l'impression qu'il y a une nouveauté. En réalité, non. Il y a une façon de faire à la fois du neuf avec du vieux et du vieux avec du neuf. On va le voir. Il y a une façon de rattacher systématiquement à tout un historique, depuis donc les années 30 avec la création de Superman, jusqu'à l'apparition du premier numéro de Watchmen en 86. Et en fait, les Watchmen donc étaient censés être des personnages d'une défunte maison d'édition américaine qui s'appelait Charlton Comics. Charlton avait mis la clé sous la porte. DC Comics l'a racheté, comme tous les grands groupes, vous savez. Alors on rachète ça, on va utiliser ce répertoire, ce catalogue avec des héros sympas, pas connus du grand public, juste connus de quelques fans, mais c'est des super-héros, on peut faire des choses intéressantes avec, sauf que Alan Moore décide dès quasiment la première page de tuer l'un d'entre eux dans un scénario original et de mettre à mort plusieurs de ces personnages-là. Et là, on lui dit, au niveau éditorial, on lui dit non, Alan, c'est pas possible. Nous, on a un projet éditorial. On a un agenda pour ces personnages-là. On veut qu'ils puissent côtoyer Superman, Batman et compagnie. On veut absolument pas que tu les tues tout de suite. On veut qu'ils aient on vient de les acheter. C'est pas pour qu'ils meurent immédiatement. On veut créer, on veut créer de l'argent avec. Oui, c'est une réalité, mais on veut aussi, parce que c'est aussi des créatifs dans les maisons d'édition. C'est pas que des gens qui veulent faire de l'argent. On veut vraiment pouvoir s'amuser avec ces créations-là, les emmener autre part et avoir une belle aventure artistique avec eux. C'est là qu'Alan Moore décide donc encouragé par son éditeur Dick Giordano, qui a travaillé avec ces personnages-là dans les années 60, alors pas exactement ceux-là, là c'est les Watchmen. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà le premier personnage, celui qui donc correspond au docteur Manhattan que voici. Ce personnage-là, donc il est créé, Captain Atom, au tout début des années 60, 1961, donc au même moment que les 4 Fantastiques. Pourquoi reprendre un tel personnage? Tout simplement parce qu'il a des vertus, des capacités qui intéressent beaucoup Alan Moore. Il a la possibilité de tout modifier au niveau moléculaire, atomique, et donc changer la structure des choses, changer le monde en réalité. Et c'est exactement ce qu'ont voulu faire les physiciens lorsqu'ils ont créé la bombe atomique. C'est sans doute ce que cherchait à faire le nazisme en essayant de décréer le monde en renversant les principes de la Kabbale juive pour en fait essayer de créer une espèce d'anti-Kabbale et de s'approprier donc la création au sens du monde. Et donc effectivement tous ces personnages-là, voilà, vous avez la première couverture donc de la première édition française des Gardiens, donc des Watchmen en anglais, aux éditions Zenda, donc en 1989, si je ne m'abuse. Vous avez donc ce personnage qui a un peu perdu toutes les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure dans le costume donc de Captain Atom. Ça, c'est la première version de Captain Atom. Après, il a eu d'autres costumes, parce que les super-héros sont appelés
à changer éventuellement de couleur, voire de symbole, à se moderniser, hein, évidemment, tout en gardant la caractéristique principale. Là, le docteur Manhattan, d'un seul coup, il est nu, ou presque, il a la peau bleutée, et il conserve juste un symbole, le symbole de l'hydrogène, qu'on voit bien ici, donc tatoué sur son front. Et ce personnage, donc, il est censé être une espèce de mélange entre Superman, entre le Captain Atom des années 60 et d'autres créatures encore, et être tellement puissant qu'en fait il se veut l'égal de... Enfin, il ne se veut pas, il est l'égal d'un dieu, il est un dieu fait homme malgré lui. Là, chose intéressante, un épisode de Captain Atom, où vous avez la première apparition sur une couverture d'un personnage féminin qui s'appelle Nightshade, qui n'aura jamais vraiment, dans les années 60, en tout cas son propre titre, parce qu'on a beau dire, les femmes ont des rôles très très importants à jouer dans la bande dessinée super-héroïque, très tôt, dès le départ, dès le début des années 40. Néanmoins, ça reste quand même souvent des faire-valoir du super-héros mâle, masculin, évidemment. Donc là, vous avez le Captain Atom en jaune, et puis à côté de lui, Nightshade, qui va être... l'une des sources d'inspiration pour Alan Moore du personnage de Spectre Soyeux, Laurie Jupiter, qui là pareil tombe le masque, comme on dit, qui devient donc un personnage un peu plus proche de nous, peut-être un petit peu plus moderne dans son style et son allure, et ainsi de suite. Le scarabée bleu, qui va être transformé en hibou. Le hibou qui lui-même ressemble beaucoup dans son costume, dans ses couleurs, dans la distribution de ses couleurs au personnage de Batman, et ainsi de suite. Là, le peacemaker, le pacificateur, qui devait être tué au début de la bande dessinée d'Alan Moore, et qui devient le comédien dans les Watchmen. Pareil, le comédien, personnage en fait qui lui est une sorte de psychopathe ultra violent qui recherche non pas forcément la paix, mais l'ordre, ce qui est tout à fait le contraire, et qui est plutôt dans l'idée de servir son pays comme le ferait Captain America, mais sans s'embarrasser du sens de la justice. Et pour lui, la loi est plus importante que le droit, et l'ordre que la paix, on l'a compris. Et donc c'est un personnage qui, lui, est en rupture totale avec ce qu'on avait pu avoir comme héros lénifiant, bon représentant du peuple, aimé, adulé par les lecteurs, etc. Là, on est dans un personnage qui est séduisant précisément parce qu'il est cruel, parce qu'il est sans remords, parce qu'il est ultra violent, parce qu'il est cynique, et aussi parce que malgré tout ça, il a une part, évidemment, de souffrance. Bon, je l'ai dit, il est comme nous, et ce personnage, il est donc... il n'est pas épris de justice ou de liberté, mais il passe ses nerfs comme une espèce de milicien, en fait. Il passe ses nerfs sur la société, sur les civils. Et ça, c'est tout à fait la différence qu'il peut y avoir. On ne nous montre plus des héros positifs, salvateurs, on nous montre des créatures névrosées, névropathes, dangereuses, qui rompent beaucoup avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Un autre personnage très intéressant qui s'appelle La Question, qui lui est assez connu des lecteurs de comics. Il a bien réussi à se fondre dans l'univers de Batman notamment, et d'autres personnages de la culture pop super-héroïque. La Question, c'est un bonhomme qui a des impulsions assez violentes et qui fait qui rend la justice d'une manière assez violente. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un vigilante, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la loi par soi-même et qui n'a pas forcément besoin de super pouvoir. Il a juste un gaz qui lui permet de créer un masque qui se solidifie sur son visage, qui masque complètement ses traits, donc on ne peut pas le reconnaître. Et il agit donc pour rendre justice lui-même quand la police, la justice sont défaillantes. Vous me direz, c'est un peu comme Batman, sauf que là, il a des méthodes expéditives et un discours qui côtoie une certaine droite assumée, et donc lui aussi, il est assez en rupture avec, on va dire, soit le gauchisme, soit la droite bon ton, une espèce de droite sociale qu'on peut avoir habituellement dans les comics des années 60, par exemple, ou 50. Et donc ce personnage, il devient carrément une espèce de sociopathe qui se fait appeler Rorschach,
qui lui a été battu quand il était petit. Sa mère était une prostituée. Il est sans doute l'enfant d'un client, mais lequel? C'est vraiment quelqu'un qui a un passif épouvantable. Vous voyez qu'on est très très loin de héros positifs comme Clark Kent, Kal-El, qui débarque sur la Terre, seul survivant certes de sa planète Krypton qui a été détruite. Lui aussi il a perdu ses parents, mais il n'en a conscience que beaucoup plus tard. Il est accueilli dans une famille aimante, il est élevé selon des valeurs et des traditions qui parlent à tout le monde en Occident du moins, et qui lui permettent de devenir justement un homme bon, canalisant son fantastique pouvoir dans des bonnes actions. Et là Rorschach, c'est évidemment tout le contraire, mais en même temps, lui, il ne s'en prend qu'à des bandits, qu'à des gangsters, des mafieux, des politiciens véreux, et ce qu'on appelle, dans le jargon de la bande dessinée, des super-vilains, c'est-à-dire des héros qui ont mal tourné, ou qui ont choisi la voie du crime. Et finalement, la différence, évidemment, entre ces personnages-là, tels que modernisés, adaptés, légèrement transformés par Alan Moore, et donc les anciens patrons, les anciens modèles pour ces personnages allaient dans cette tristesse, dans cette noirceur, dans ce réalisme cru, associé en même temps à des images d'une grande violence. Voilà, d'autres personnages, qui est un Thunderbolt qui inspire le personnage d'Ozymandias que vous avez ici. On conserve la blondeur, on conserve certaines caractéristiques, aptitude martiale, grande intelligence, réussite sociale, mais on en fait des personnages un peu cyniques qui utilisent leur pouvoir d'une certaine manière. Le personnage d'Ozymandias, il va créer justement des produits dérivés, des jouets comme ça, il va faire de l'argent sur la figure du super-héros. Donc on peut se dire, ok, c'est un philanthrope, mais en même temps, il a c'est un mélange entre le Bruce Wayne, qui ne serait pas devenu Batman, et peut-être même un savant fou, un vilain de pacotille. Voilà. Et puis, je le disais en entrée d'intervention, j'aurais dû dire conférence, j'ai dit une intervention, il y a le spectre d'Orwell qui plane comme ça sur cet univers-là créé par Alan Moore et Dave Gibbons. Il y a cette idée que dans la culture anglo-saxonne, finalement, vous avez bien sûr Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll qui a énormément, encore aujourd'hui, qui énormément abreuve les énergies, les couleurs, les situations, l'humour, l'onirisme propre à toute forme de fiction. Vous avez Jonathan Swift avec Gulliver, et ainsi de suite. Vous avez bien sûr, on aurait pu remonter jusqu'à William Shakespeare pour justement ce mélange de noirceur, d'humour un peu déplacé, qui est complètement iconique dans la culture britannique. Mais George Orwell, c'est un peu l'esprit de la littérature du XXe siècle britannique, avec tout ce que ça a de proche de nous et de réalisé en fait dans la société. C'est-à-dire que George Orwell, finalement, ça y est, c'est plus de la science-fiction depuis longtemps. C'était une prédiction sur le court terme, et donc nous vivons bien sûr dans la société de Big Brother, avec non seulement la télésurveillance, mais l'autosurveillance, la glorification de l'autosurveillance, etc. Et en fait, dans Watchmen, il y a 3 types de Big Brother différents. Il y en a un, c'est l'État, tout simplement, ça ne surprendra personne, ça c'est une réalité, quel que soit l'État dans lequel on habite, c'est l'État. Il y a les médias, ça ne surprendra pas grand monde non plus. Et puis, pour finir, on pourrait dire qu'il y a Dieu. Si Dieu existe, ou si un diable existe, il a quelque chose peut-être de l'ordre de l'omnipotence, en tout cas de l'omniscience. Il voit tout, il sait tout. Et donc, Alan Moore met en scène une Amérique dystopique, c'est-à-dire une contre-utopie, dans laquelle Richard Nixon, grâce au seul super-héros existant, le Docteur Manhattan, donc un être omnipotent, qui est là, littéralement, la propriété des États-Unis, un super-héros qui lui fait gagner la guerre du Vietnam. Grâce donc à ce personnage de Docteur Manhattan, Richard Nixon évite le scandale de Watergate, se fait réélire, il a déjà été réélu à l'époque, mais il crée un amendement à la Constitution américaine qui lui permet d'être élu autant de fois qu'il le voudra, et donc il en est à son 3e mandat, etc.
Et donc on est dans une espèce de totalitarisme mou, où il s'est quand même fait élire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Richard Nixon, lui, peut tout contrôler, bien sûr, puisqu'il a accès à tout l'état-major et à toutes les techniques utilisées en fait par aussi bien donc l'armée que la CIA, etc. Et donc il va être représenté comme quelqu'un qui va surveiller le globe pour essayer de connaître à l'avance les différentes, en pleine guerre froide, les différentes possibilités d'apocalypse et de destruction de la planète. Et son but, évidemment, lui, c'est de sauver l'Amérique, et c'est certainement pas de sauver le monde. Ce Richard Nixon, là, en tout cas. Là, vous avez un autre personnage donc, qui est Ozymandias, qu'on voit ici, qui, lui, contrôle les médias, à l'écart de l'État, et qui, lui, au moyen d'écran de télévision, un peu comme l'architecte dans Matrix, si vous avez vu le film, va aussi pouvoir surveiller, et lui non pas d'une manière donc militaire, mais quand même géostratégique, en observant tous les médias, des publicités, des fictions, les informations, des reportages, etc. Il capte l'humeur du monde et il essaie donc de faire une entreprise un peu de divination pour pouvoir prévoir sur le plus ou moins long terme ce qui va se passer. Les tendances, etc. C'est un homme d'affaires. Mais en même temps, il a un agenda politique aussi énorme. Et lui, c'est peut-être le plus gros Big Brother de l'histoire des Watchmen. Et puis enfin, donc on a cet être, Dr Manhattan, qui est surpuissant, omnipotent, qui lui s'exile sur Mars. Et là, vous voyez sur cette planche de bande dessinée qu'il est capable de restructurer donc la nature, les objets jusqu'au niveau subatomique. Et donc là, il crée sur une impulsion créative, une impulsion de pur artiste, un début d'architecture onirique, échappée de son imagination à partir du sol martien. Voilà. Et lui aussi, comme il a la possibilité de tout voir, et qu'il a cette particularité d'être explosé au niveau de sa conscience dans toutes les strates du temps, il sait absolument tout. Et la petite innovation intéressante là par rapport à ce personnage, c'est que Alan Moore décrète que si un homme était fait Dieu, s'il pouvait avoir conscience de tout ce qui s'était passé dans l'histoire et de tout ce qui se passerait dans l'espace-temps, il serait en fait tellement absorbé par toutes ces informations qu'à la fin elles se vaudraient toutes et qu'il ne ferait rien. Et donc si Dieu existe et si effectivement il a créé le monde, ce qui est déjà inouï, est-il encore en mesure de faire quelque chose pour changer ce monde, le sauver ? Et donc le personnage de Dr Manhattan, lui, choisit de ne rien faire. Donc on est précisément dans une sorte d'univers assez dépressif, hein, assez post-traumatique, vous voyez, c'est vraiment pas ce que la bande dessinée avait pour habitude de forcément proposer. Et c'est là justement le problème. J'ai passé très rapidement sur ce qui fait que Watchmen en fait est une bande dessinée essentielle. C'est que malgré tout ce qu'on vient de voir là, qui montre qu'il y a tout un passif, tout un héritage, et que cet héritage il est actualisé par les auteurs qui ont créé Watchmen, pour accoucher d'une bande dessinée intéressante qui s'inscrit dans la droite lignée de la littérature super-héroïque, tout en apportant évidemment une coloration beaucoup plus sombre et beaucoup plus soi-disant réaliste. Le véritable apport de Watchmen, c'est dans l'art qu'apportent justement ses créateurs, c'est-à-dire une intrigue au cordeau, une narration exceptionnelle avec une structure de chaque instant qui est étourdissante, mais en même temps qui n'empêche pas le lecteur nouveau venu, y compris celui qui ne connaît rien aux super-héros et qui même à la limite conçoit du mépris vraiment pour cette culture, parce que c'est une sous-culture, c'est un sous-genre, etc. Chose qu'évidemment moi je ne pense pas, je pense exactement l'inverse. Eh bien, ces gens-là, ce lecteur-là peut très bien rentrer dans la bande dessinée. Il ne peut pas rester totalement à l'extérieur, parce que c'est une bande dessinée qui n'est pas une bande dessinée de spécialistes. Elle ne s'intéresse pas à une niche, elle ne s'adresse pas à un public uniquement de fans. Elle s'adresse aussi aux nouveaux venus, et elle offre dans chaque vignette une profondeur de sens, d'image, de symbole, et une profondeur de champ aussi, qui fait que si vous êtes un spécialiste, vous allez y trouver votre compte parce que vous allez reconnaître tous ces bonus, toutes ces informations qui vous sont offertes. Mais si vous n'y connaissez rien, vous allez pouvoir avoir affaire à une solide intrigue policière, un thriller politique de très haut niveau,
avec des personnages dont les dialogues et les registres de langue sont extrêmement variés, très forts. Et c'est une authentique œuvre littéraire. Ça reste une bande dessinée. Je m'oppose assez au terme de roman graphique qui serait une espèce de saut qualitatif par rapport à la BD. Non, la bande dessinée, elle peut être bonne comme elle peut être nulle. Le roman graphique peut être inepte comme il peut être exceptionnel. C'est juste une autre façon d'appréhender un livre avec des dessins et des arts graphiques. Watchmen n'est donc pas un roman graphique, c'est une BD qui est sortie mois par mois, pendant 12 mois, pendant un an, sous forme de petits fascicules de 25 pages environ, qui révolutionne le genre, pas par sa noirceur, pas par sa violence, mais essentiellement par son apport qualitatif inouï, qui va donner énormément envie à tous les autres éditeurs qui vont arriver derrière, les dessinateurs, les scénaristes, etc., de faire aussi bien. Sauf qu'au lieu de s'attacher à une qualité d'écriture avant tout, c'est la violence, le viol, la torture, les accidents, le passif épouvantable des super-héros lorsqu'ils étaient enfants, etc. Le traumatisme, en fait, collectif ou individuel, qui va prendre le pas. Et c'est pas parce que vous parlez d'un seul coup de choses réalistes et noires que vous faites pénétrer votre bande dessinée, votre travail dans quelque chose de plus adulte ou de plus intelligent ou de plus intéressant. Même à la limite, c'est ce qu'on peut très vite appeler de la violence gratuite. Et la violence gratuite, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas un envol, ça n'est vraiment pas la solution. Et donc, effectivement, mon idée est que Watchmen a un peu étourdi, un peu pris de court la production et le lectorat. Et donc, on a cherché la surenchère de violence. De la même manière que vous avez Mad Max 2, Mad Max 3, et même s'il y a des qualités irréfutables dans ces films, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour choquer davantage. Avec Mad Max, on a l'avantage d'avoir une direction artistique qui est de plus en plus folle. Avec la bande dessinée de super-héros, pas forcément. C'est pourquoi il a fallu attendre qu'on se rende compte qu'on avait basculé dans un âge qui est parfois qualifié, selon les théoriciens, d'âge de bronze de la bande dessinée par opposition à l'âge d'or, Superman, Wonder Woman, et l'âge d'argent, les 4 Fantastiques, les Vengeurs, qu'on appelle Avengers aujourd'hui, et donc l'âge de bronze, ou aussi appelé âge de ténèbres, le Dark Age, l'âge de l'obscurantisme, hein, l'équivalent d'un obscurantisme religieux ou de certaines périodes du Moyen-Âge, où en fait la violence prime surtout. Ah, il se fait découper, ah tiens, sa petite amie est retrouvée débitée dans un frigo. Réalité, hein, c'est vraiment arrivé à l'un des fameux Green Lantern, étranglé et rangé dans un réfrigérateur par un super vilain. Waouh, ça va être génial. Alors que bon, évidemment, l'important n'est peut-être pas là. Et donc, Watchmen fait un mal pour un bien, en prenant de court tout le monde et en imposant, un petit peu comme le requin des Dents de la Mer va le faire malgré lui avec la sortie du film de Steven Spielberg, une surenchère dans la violence graphique ou suggérée va tétaniser tout le monde, ça va marcher, ça va cartonner et on va vouloir faire de l'argent dessus. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, hein. Bon. Le truc, c'est que évidemment, il va falloir que les auteurs veuillent spontanément rompre avec ça et imposer, parfois malgré eux, une coloration plus heureuse, un changement de paradigme en fait. Un âge, ça ne dure qu'un temps. Et donc après cet âge de ténèbres, ce Dark Age, qui a été un petit peu, non pas inventé par Watchmen en réalité, mais qui a été vraiment officialisé sans doute avec l'arrivée de Watchmen et puis d'autres bandes dessinées, le Dark Knight de Frank Miller, l'Electra de Frank Miller et d'autres après eux. Il y avait la nécessité absolue d'appeler de nos voeux une renaissance, un second âge d'or des super-héros qui a fini par arriver dans les années 2000-2010 et qui aujourd'hui aussi est en train de rebasculer, on est en train de retomber dans une période un peu plus noire. Mais voilà, et là vous avez donc, par une espèce de retournement dialectique et éditorial des personnages, la reprise, ici par le scénariste Grant Morrison et l'un de ses dessinateurs fétiches, Frank Quitely, la reprise des héros qui ont inspiré les Watchmen, le Peacemaker, Nightshade, La Question, le Scarabée bleu, etc.,
Captain Atom. Et ces personnages qui ont inspiré Watchmen, ils vont revenir sous leur forme d'origine, mais réinsufflés dans des comics, d'où ne sont pas exclus la violence. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais où celle-ci va être traitée d'une manière tout à fait différente. Et en conscience, en essayant d'insuffler dans quelque chose de positif et d'heureux, cette espèce de joie immanente qui faisait les comics des premières, on va dire de l'âge d'argent, des années 50-60, avec en même temps un sens des réalités et un investissement politique et émotionnel qui n'a pas failli. Voilà, j'en ai fini. Désolé pour le débit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à les poser en commentaire. Et puis on va essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu'il en pense, Alan Moore, du nouvel âge d'or et de là en ce moment ce qui se passe dans le comics? C'est assez ambivalent, disons qu'il a beaucoup continué de critiquer. Ça m'embête de dire ça, mais c'est une réalité. C'est quelqu'un qui était tellement important que lui-même il s'est nourri de créations qui existaient. On fait tout ça en art, on fait que ça, on fait que reprendre ce qui était là avant nous. Et il a changé la donne, certes, mais que font les auteurs, les artisans de la bande dessinée aujourd'hui? Ils font la même chose, ils se nourrissent notamment de l'apport énorme d'Alan Moore. Et Alan Moore, dès qu'on reprend des petits éléments scénaristiques qu'il a mis en place dans les années 80 par exemple, ou qu'on fait allusion au Watchmen, etc., il a tendance à défoncer les auteurs et à dire qu'ils pourraient être un peu plus originaux et un peu plus créatifs. Ce qui, lorsqu'on a évidemment son statut un peu dégueulasse à dire, quoi. Il a quand même modelé, en essayant de dynamiter un petit peu ce qui pouvait exister et en y faisant référence aussi avec une certaine forme de, pas de nostalgie, mais en tout cas, il y a vraiment énormément justement de petites références comme ça où on sent qu'il aime quand même son médium. Il a essayé de prendre le contre-pied complètement de ce qui se faisait et aujourd'hui, maintenant, il a peut-être un peu modelé des codes aussi. Oui. Et lui-même, c'est quand même un personnage. Il est un petit peu anti-tout, il a quand même une position et une image qui est presque... Lui, c'est un personnage de fiction aussi. Ah oui, c'est un peu créé comme ça. Alors moi, j'ai mon ami Laurent Caissy qui l'a interviewé et qui a dit que c'était un mec formidable, hyper chaleureux, hyper simple. Enfin voilà, je suis sûr que c'est quelqu'un. On le sent de toute façon dans l'ensemble de ses messages. C'est-à-dire il y a la grosse tête d'un côté, il y a ce personnage qu'il crée et en même temps, c'est difficile aussi quand on voit que vos créations vous échappent. Il faut lâcher du lest. C'est parfois pas toujours possible. Et je pense qu'Alan Moore, il a cette ambivalence-là, mais aussi parce que les médias, ils ont tendance à grossir énormément ça. Moi, j'ai pas accès à la persona réelle d'Alan Moore. J'ai pas derrière la barbe, je sais pas qui c'est en fait ce type. Et en plus, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'il fait dans la bande dessinée. Ses déclarations m'intéressent rarement, sauf lorsqu'il va parler de choses autres que la BD. Mais la BD, effectivement, il a déclaré un amour fou, notamment avec Watchmen, c'est-à-dire comment utiliser la bande dessinée pour parler de la bande dessinée, cet espace-temps dans lequel tout a lieu en même temps. Puisqu'évidemment, quand vous avez l'image en haut de la page et l'image en bas, elles ont lieu en même temps sur la page. Et pourtant, ce sont des temporalités différentes. Et donc, il y a cette espèce de voyage dans le temps permanent, propre à n'importe quelle BD. Mais lui, il agit consciemment là-dedans avec ce personnage qui se déplace au niveau de sa conscience et qui en même temps voit les flashbacks, la conscience des autres personnages se déplacer aussi dans la page. Tout ça peut paraître une espèce de maelstrom confus, mais en réalité, justement, le très grand art d'Alan Moore et de Dave Gibbons, c'est d'avoir su rendre tout ça lisible, compréhensible et en plus mémorable. C'est-à-dire que vous le gardez en vous. Moi, je chéris la première lecture que j'avais faite de Watchmen il y a, je sais plus, 25 ans. Oui, c'est ça. Je m'en souviens mieux que de ma dernière lecture, par exemple. Parce qu'il n'y a pas juste une bonne intrigue, il y a vraiment une façon d'essayer de... Et justement, puisque c'est vrai qu'Alan Moore, il est un petit peu devant de la scène et il a ce personnage un peu mystique, un peu étrange, qui plaît aussi un peu, je pense, au lecteur. Mais il n'y a pas que Alan Moore derrière la bande dessinée, il y a aussi Dave Gibbons, et on parle de planches. De Dave Gibbons, oui, pardon. Et il y a aussi, on parle là de planches et du côté aussi un peu visuel, et comment...
parce que comment lui aussi, son travail a pu influencer aussi des séries actuelles. Déjà, le tour de force, c'est de dire, ok, on va faire une œuvre qu'on espère importante, un peu différente, un peu singulière, mais en même temps, on va essayer de rassurer les gens en prenant tous les codes, tous les tropes, tous les motifs propres à l'histoire de super-héros. On va les mettre en scène, on va pratiquement tous les prendre, on va les subvertir, on va un peu parfois s'en moquer, au contraire grossir le trait, mais on va rassurer les gens en leur présentant un aspect qui n'est pas foufou, qui n'est pas complètement déjanté, et on n'est pas dans quelque chose de arty. On n'est pas Bill Sienkiewicz, par exemple, avec Elektra, il va faire un dessin absolument sublime et complètement dingue. Dave McKean, avec Arkham Asylum, va faire aussi, à sa manière, quelque chose de complètement délirant dans les découpages, dans l'usage de la peinture, du collage, etc. Tandis que là, on va essayer à la fois d'avoir un dessin qui est très caractérisé, qui est assez inoubliable, mais en même temps facilement reconnaissable, facilement imitable. Et cette petite subtilité qui passe par une façon de dessiner le corps. À la fois, les personnages sont rassurants et correspondent à la culture que nous avions auparavant. Ça n'est pas rebutant. Ça s'inscrit dans cette culture, mais il y a toujours un petit quelque chose supplémentaire. Et puis, notamment, il y a l'apport aussi de son coloriste, John Higgins, avec lequel il travaillait étroitement. Higgins, les aplats de couleurs, il ne les respecte pas de la même manière que le fait l'industrie à cette époque. Il a tendance à systématiquement inverser la proportion entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Donc on va avoir plus d'orange ou de violet par exemple que de rouge et de bleu. Et ce sont toutes ces petites choses qui font que ce sont des couleurs qu'on a l'habitude de retrouver dans la vie de tous les jours et encore plus en bande dessinée, mais pas de cette façon-là. Et en fait, c'est aussi une manière de nous dire, regardez ces personnages, ils sont pas tout noirs, ils sont pas tout blancs justement. C'est pour ça que la récente réédition en noir et blanc de Watchmen, même si elle nous donne accès au très, très intéressant, très subtil de Dave Gibbons, qui fait un ancrage vraiment, vraiment très pertinent, c'est-à-dire à la fois des zones d'ombre très, très, très franches, très marquées, et puis en même temps ce très subtil ancrage pour les traits des personnages, où en plus de ça, ils sont très expressifs avec peu de choses. C'est des sourires tristes, c'est des émotions qu'on essaie de cacher. Pour moi, c'est l'équivalent de l'acteur studio au cinéma. Si vous pleurez, vous allez me voler mon émotion. Si vous luttez contre les larmes, moi en tant que spectateur, je vais me dire, oh là là, je suis touché, c'est moi qui vais pleurer. Il y a quelque chose comme ça chez Dave Gibbons, je trouve. Et justement, la question de l'identification, elle est très centrale dans The Watchmen. Et on a... Alors là, on a surtout parlé des trois personnages un peu Big Brother, donc il est peut-être plus difficile de s'identifier, je pense. Mais il y a aussi quand même le personnage de Rorschach, qui est un peu sur le devant. Quand on connaît peu la série, c'est le personnage qui revient quand même le plus devant. Mais il y a aussi les deux personnages du hibou et de Laurie qui sont peut-être les plus auxquels on a peut-être un peu plus envie de s'identifier, mais encore que... Mais si, je suis d'accord, enfin, moi ça me semble, oui, vous avez raison. C'est très, globalement, c'est des personnages qui sont dépeints de manière assez cynique, hein, de toute façon. Oui. Et le lecteur est presque obligé, la phrase de fin de Watchmen, c'est entre vos mains. Oui, le choix est entre tes mains. Voilà. Donc, ton choix de lecteur. Il y a vraiment une intention de dire au lecteur, c'est à toi de faire ta propre interprétation. Et d'agir aussi. Et d'agir parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est une bande dessinée anti-super-héros. Le discours d'Alan Moore aujourd'hui, il est là-dedans. Il est dans les super-héros sont des fascistes, etc. À l'époque, quand même s'il critique le médium, Alan Moore, il dit cette chose intéressante. Il dit, c'est à toi de choisir maintenant. Pas seulement sur ce que tu crois, ce que tu interprètes, mais aussi sur ce que tu ferais. C'est-à-dire que le lecteur, à travers un personnage, a le choix, sans dévoiler l'intrigue pour ceux qui la connaissent mal ou pas du tout. Le lecteur, ce personnage, il a le choix de faire capoter la paix dans le monde, mais au prix de la vérité, ou inversement. C'est soit la vérité, soit la paix. Et c'est très 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 compliqué. Bien sûr, ce dilemme, il paraît caricatural, mais l'idée, c'est d'appliquer ça à tout, et notamment à l'idée de politique, qui est aussi tout le temps entre préserver les peuples au nom de la paix, mais mentir.
Hein, c'est-à-dire que la conspiration, c'est l'autre nom de la politique, en fait. C'est-à-dire que pas la peine de chercher des théories du complot. La politique, c'est des petits arrangements avec le journalisme, en fait, au jour le jour, quoi. Et Alan Moore, il laisse ce choix et il finit quand même sa fable par une histoire d'amour qui s'amorce bien et avec des gens qui désirent redevenir des héros. Et ça, ils ne le critiquent pas, ils ne le jugent pas, mais ils redeviennent ces héros d'une manière en plus un peu réactionnaire, un peu passéiste, c'est-à-dire je vais me prendre un sobriquet, j'aimerais des armes, j'aimerais tel type de costume avec un masque, etc. Et c'est une façon de se moquer aussi, mais c'est très mignon en fait ce couple qui, dans la bande dessinée bien sûr, qui décide de redevenir les justiciers qu'ils ont été et qui ne sont plus. Il y a cette espèce de nostalgie et en même temps il y a du recul par rapport à ça. En tout cas, les deux personnages ont un peu de recul et Laurie de dire à un moment mais pourquoi on portait ces costumes mais elle retombe dedans, hein. Elle retombe vraiment avant-dernière page, bim, avant-dernière page. Ça y est, on retourne dedans et en fait, on voit ils sont été tellement contents de pouvoir participer à sauver quelque chose dans la civilisation ou dans l'humanité tout simplement, hein. Et aussi en même temps, même si personne ne sait qui ils sont, ça leur fait tellement de bien en termes d'auto-érotisme presque, qu'ils tombent là-dedans. Et c'est là aussi la petite pique qu'adresse Alan Moore aux héros. Il y a toujours un petit arrière-goût quand même, oui, un petit peu cynique. Même les personnages auxquels on s'identifie le plus, il y a quand même une critique un petit peu derrière et se dire on est toujours entre deux, quoi. Ouais, complètement. On n'est jamais noir et blanc, ou on est les deux. Sauf Rorschach Mais même qui conteste en tout cas le gris et qui refuse. Mais en fait, il est gris lui-même. Voilà. Il est intégriste, il est radical, mais dans sa part d'humanité qui justement fait que aussi, lui, c'est le personnage qui est presque tout sort en fait de chez lui. Le sang d'ailleurs, les liquides, c'est le seul personnage dont on va avoir à l'intérieur aussi, sans faire de jeu de mots. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ce personnage, c'est celui qui est aussi peut-être le plus humain, en tout cas dans sa douleur. Personne ne veut ressembler à lui, et pourtant on sait que des gens comme ça existent, et ce sont nos frères et nos sœurs, quoi. Donc, même à travers ce personnage, moi je considère qu'il y a moins de cynisme, il y a une espèce de pureté du personnage, mais cette pureté elle est associée à l'intégrisme aussi politique et à une certaine folie. Alors du coup, ça nous amène quand même parce qu'on parlait d'ambiance sociale lourde au moment où le comics est sorti, on était plutôt sur le nucléaire, alors en regardant aussi les conséquences de la guerre du Vietnam, etc. On était dans d'autres problématiques qui finalement font quand même beaucoup écho à ce qu'on vit en ce moment. Alors je sais que ton livre est sorti en 2019, mais comment tu vois, toi, l'analyse aujourd'hui d'une œuvre comme ça qui a 35 ans maintenant ? Ouais, c'est ça, oui. Bon, c'est difficile de répondre parce qu'en fait on est tous dans cette même situation et il faudrait faire une réponse d'artiste en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de la situation actuelle, quel usage on peut donner à ce qui se passe en ce moment pour plus tard en fait. Parce qu'après le propre des classiques justement, c'est pour ça que Watchmen est un classique, c'est pas forcément de prédire, hein, c'est de rester valable. Oui, c'est de rester valable. C'est le cas de Shakespeare, c'est le cas de... malgré tout, désolé, beaucoup de fables de La Fontaine, etc. C'est-à-dire avoir une espèce de vision critique qui perdure et qui est valable selon les époques. Alors après, évidemment, selon les traditions aussi. On est dans un Occident particulier qui a tendance à devenir le monde. Mais malgré tout, il y a des poches spirituelles ou culturelles qui résistent encore à ce que nous sommes et qui n'ont pas forcément le même agenda. Et je dis pas ça d'une manière négative en plus, hein. Je fais pas forcément allusion à un arriérisme politique ou social. Je parle vraiment aussi d'une résistance à la société qui est la nôtre, quoi, une société d'hyperconsommation, de destruction du vivant. Donc je sais pas, je pense qu'il faut... on commence à avoir, je pense, des œuvres qui traitent déjà le présent, là, comme ça, en temps réel. Et c'est ce qui fait... J'en discutais avec Enki Bilal il y a un peu plus d'un mois, où je lui demandais, dans une interview, est-ce que... alors c'est moi qui l'interviewais, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a une SF, une science-fiction de l'urgence ? Ce à quoi évidemment il répondait que oui, il développait, etc. Mais l'idée justement, c'est que maintenant il y a cette nécessité de sentir, de profiter de cette hyper-connectivité qui est la nôtre,
mais en la choisissant, pour pouvoir traiter en permanence ce futur qui est en fait un présent déjà là, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire encore aujourd'hui avec la forme comics. Oh oui, j'en suis sûr, on est loin d'avoir tout dit. Avec Watchmen, Alan Moore, il s'amuse avec cette forme de la bande dessinée. Et il s'en amuse magnifiquement bien. Ce qui fait que si vous n'avez pas les codes, vous comprenez. Si vous les avez, vous avez une perspective supplémentaire. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le comics, même si là on n'est pas dans une période forcément la meilleure, hein, là en ce moment je veux dire. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore tentées, il y a plein de gens qui arrivent, la bande dessinée je trouve que, peut-être pas d'un point de vue strictement économique, hélas quand on regarde il y a énormément de choses qui sortent, mais précisément il y a une santé, il y a une énergie, il y a beaucoup de choses nulles, mais aussi beaucoup de choses très bien. Il y a beaucoup de choses qui moi me donnent vraiment foi en ce médium et je me dis... il m'arrive encore de voir des choses, je me dis, tiens, ça je l'ai pas encore vu. Et il n'y a pas de raison de penser que le super-héros ne s'empare pas aussi de cette énergie-là pour la faire sienne et en faire quelque chose de neuf aussi, quoi. Et est-ce que certains trouvent grâce aux yeux d'Alan Moore quand même un petit peu ou... J'imagine, mais là je sais pas, parce que je suis vraiment pas son hagiographe ni rien. C'est vrai que j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'auteur. Mais en fait le personnage, lui, je le connais très mal et je m'intéresse qu'à certaines de ses positions, et je sais pas. En tous les cas, lui, il continue quand même de régulièrement revenir à la bande dessinée après avoir dit j'arrête, ou j'arrête les super-héros. Ça, c'est le signe d'une santé dans le médium. Pour que le type qui a les moyens de se dire j'arrête, il repique, c'est que le médium est vraiment très 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 fort. Quand je dis le médium, je dis l'art, la discipline, la BD, quoi. Super. Je ne sais pas si vous avez d'autres des questions aussi, n'hésitez pas hein, à les mettre. J'ai une question qu'un de mes collègues voulait absolument que je pose, c'est savez-vous qui est Bruce Wayne? Alors je sais, mais j'ai pas le droit de le dire. Voilà. Ça restera, on en parlera en off. En tout cas, si on veut aller un petit peu plus loin, alors évidemment relire les Watchmen aujourd'hui, 35 ans après leur sortie, c'est important. Lisez aussi donc Watchmen Now, Dieu, comics et super-héros, donc qui est sorti en 2019. Mais tu as sorti d'autres. Il est là, oui. Voilà. Chez Fage, éditeur lyonnais, qui a une très belle collection qui s'appelle Diles Ratio Corporis. Qui est une collection qui est centrée sur la mort, mais comme phénomène folklorique, social, culturel, professionnel, etc. Et donc, moi, ils m'ont proposé, Nicolas Delestre, le directeur de collection, je l'avais rencontré au Salon du Livre il y a 3 ans, et puis il s'est souvenu que je m'intéressais aux super-héros. Il m'a proposé d'écrire un livre sur les super-héros et la mort, partant du principe que justement, en général, on se dit les super-héros sont immortels, ils sont invincibles, ou quand ils meurent, ils renaissent, ce qui est souvent vrai. Littéralement ou symboliquement. Et donc, on a décidé de faire ce livre, Héros et Thanatos, qui est sorti il y a un peu moins de 6 mois, 5 mois, et qui prend des figures connues de la bande dessinée de super-héros, les super-héros les plus classiques, hein, Superman, Spider-Man, Captain America, Batman, Iron Man, Flash, ainsi de suite, pour parler de leur relation particulière à la mort. Et parler de notre relation à la mort, évidemment, avant tout. Intéressant qui revient au projet de départ d'Alan Moore qui avait envie de s'autoriser à tuer ses personnages au départ. L'intention de Watchmen, ça partait aussi un petit peu de ça, en tout cas, pas uniquement. Oui, complètement, oui, c'est ça, absolument. Donc c'est quelque chose qui fascine quand même aussi pas mal les auteurs, et je pense qu'il y a je pense que... c'est horrible ce que je vais dire, mais avoir le privilège de tuer quelqu'un dans la fiction, bien sûr, c'est bouleverser un univers. Je pense que si on tue un personnage que tout le monde aime, si on crée un personnage que tout le monde va aimer, si on fait apparaître des personnages qui sont importants dans l'univers du héros et qu'on les utilise bien, alors on a réussi. C'est ce que tous les scénaristes veulent faire avec Batman. C'est convoquer un maximum de personnages qu'ils ont aimés en tant que lecteurs eux-mêmes et changer leur vie, les bouleverser pour que ce soit marquant pour le lecteur et que les futurs scénaristes soient quasiment obligés de réutiliser ces traumas, ces aventures ou ces mésaventures. C'est une façon de poser sa marque, mais en même temps, ça reste de manière invisible. C'est-à-dire que les lecteurs d'aujourd'hui qui ne savent pas du tout ce qu'a fait Alan Moore de par le passé, ou je ne sais pas moi, Dennis O'Neil ou d'autres, ils ont la marque de ces artistes-là. Malgré tout, elle est là.
Et on n'a pas besoin de signer, de dire ouais, c'est moi qui ai eu cette idée. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. Ça se dilue. Je ne sais pas si les lecteurs qui sont, alors les lecteurs ou les auditeurs qui sont devant nous, devant leur écran, ce sera de quelle génération? Est-ce que ce seront des lecteurs de la première heure de Watchmen ou des lecteurs plus récents? Parce qu'il y a aussi, on disait, de nouvelles générations qui sont nourries aux comics. En tout cas, ça vaut le coup voilà, de se plonger un petit peu dans tous ces univers-là et vraiment voilà aussi, voilà, on a devant, juste à côté de nous aussi pas mal de choses qui sortent et à la française parce que je vois que Foxboy, voilà. Le feu, ouais. Donc voilà, de quoi donner encore des envies de lecture. On avait déjà pas mal élargi et donné envie aux lecteurs la dernière fois avec la conférence sur l'île au trésor, que je vous invite à regarder si vous le souhaitez, et qui vous donneront encore d'autres pistes de lecture. Mais lisez voilà, Watchmen et replongez-vous dedans et relisez aussi Watchmen. Ah oui, c'est ça. C'est une œuvre qui peut se relire, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que malgré l'intrigue qui prend beaucoup de place, c'est pas grave si on connaît la fin, on peut relire. Super. Ouais. Je voulais, pour terminer cette conférence, dire merci à la médiathèque au Maurice Genevoix, je vais arriver, qui nous accueille ce soir aux bibliothèques d'Aglopolis, à la ville de Blois qui rediffuse aussi sur ses réseaux, et puis à Cyclic aussi qui nous a permis. Donc voilà, c'était une conférence qui était attendue de longue date par BD Boom, reprogrammée plusieurs fois, et on est vraiment content d'avoir pu t'accueillir. Donc merci. Merci à toi, merci à vous tous. Merci beaucoup. Et puis j'espère à une prochaine. Voilà. Merci à la technique. Merci. Ça a marché, je crois. Merci pour votre attention. À bientôt.